Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et bon après-midi, bonne soirée, selon là où vous vous trouvez. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir continuer à soutenir le travail incroyable des jeunes à travers la plateforme ICFP et sa communauté de pratique. Aujourd'hui, on voudrait mettre en lumière le travail des jeunes et en particulier le travail des Trailblazers et des jeunes chercheurs. Merci à tous et à toutes et encore une fois et on va commencer ce webinaire dans quelques minutes. Je donne la parole à Innocent Grant. Merci pour cette introduction. Je suis vraiment heureux de pouvoir célébrer la Journée mondiale des jeunes aujourd'hui et je vois que beaucoup, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui. Et pour discuter de pourquoi est-ce que les jeunes doivent s'impliquer dans les coalitions et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques mois, il y a eu une grande rassemblée dirigée sur les organisations civiles, organisée par PAI. Et, et près de 94% des participants ont dit qu'ils étaient eux-mêmes participants à des coalitions. Et donc aujourd'hui, on voudrait parler des mécanismes qui sont importants de mettre en place pour pouvoir fonctionner et surtout comment est-ce que les mouvements intergénérationnels peuvent fonctionner parce que souvent il y a de la volonté, mais c'est pas forcément évident en pratique. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes ces questions. Comment est-ce qu'on peut pousser les jeunes à s'impliquer plus, mais comment est-ce qu'on peut renforcer les mouvements intergénérationnels? Donc ça, c'est les deux grands axes. Et on va avoir deux panels de discussion organisés autour de ces grandes questions. Le premier panel met en lumière des alliés, des jeunes alliés qui représentent différentes coalitions, différents mouvements, et vont nous parler un peu de leurs meilleures pratiques, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ils vont nous dire vraiment en 5 minutes quelle est la meilleure façon d'impliquer les jeunes pour eux dans leur coalition. Et puis après, on va avoir une brève présentation de notre collègue de PAI qui va nous partager, nous parler d'une boîte à outils qui vient d'être développée et qui a été fait et pensé pour et par des jeunes coalitions dans le but de les rendre pérennes et plus durables. Et puis après, on va passer au deuxième panel où on va donner la parole à des jeunes euh, pour réfléchir un peu sur les leçons apprises des jeunes qui travaillent au sein de ces coalitions. Je voudrais bien sûr inviter tout le monde à utiliser la fonction du chat pour partager vos questions, poser vos questions. Et puis, si vous avez aussi simplement des réflexions que vous voulez partager, n'hésitez pas à les écrire également. Amarache, je voudrais simplement vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai vu quelques commentaires de gens qui disaient que ça marchait pas, mais apparemment le son fonctionne bien. Donc, avant de commencer par le premier panel, et donc le premier panel, ce sont des alliés des jeunes. Donc, c'est pas forcément des jeunes eux-mêmes, mais des personnes qui ont travaillé avec des jeunes. Je voudrais d'abord vous parler un peu de ma propre expérience. Avant, je travaillais avec une organisation qui s'appelle Youth and Alive en Tanzanie. Et notre objectif, c'était vraiment de construire un mouvement de jeunes en Tanzanie pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Euh, on sait qu'on ne pouvait pas travailler seul sur ces questions-là hein, au sein de notre propre organisation, donc on savait qu'il fallait fédérer plusieurs autres coalitions. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a lancé cette première coalition lors du premier sommet de la jeunesse de l'ICFP à Dar el Salam. Et puis, euh, je veux vous raconter que cette coalition n'a pas vraiment marché. Elle n'a pas vraiment été durable. Elle a échoué, à vrai dire.
Et ce qui a mené à cet échec, c'est parce que très peu de membres, mais quelques-uns, ont eu la sensation de ne pas être impliqués davantage, invités à participer davantage. Et donc, les personnes qui ont conçu cette idée, cette coalition, en fait, donc, n'ont d'abord invité que les grandes organisations un peu plus célèbres, qui étaient plus visibles, alors que c'était aussi très important de contacter et d'impliquer aussi les plus petites organisations. Et donc, il y a eu finalement au sein même de la coalition, les voix étaient entendues, n'avaient pas le même poids. Il y avait des déséquilibres au sein même de de la coalition. Et donc, c'est très difficile de construire une vision commune dans un contexte comme ça et de s'assurer que la coalition soit durable. Donc, finalement, on a décidé de s'arrêter, d'arrêter la coalition et de réfléchir un peu à ce qui avait fonctionné ou pas, et puis à essayer de façonner un modèle de dialogue communautaire innovant. On est allé voir dans différentes régions de Tanzanie, on a parlé avec les jeunes et on les a invités à participer à la construction de cette vision commune. Et je pense que ça a mené à des résultats beaucoup plus prometteurs en Tanzanie. Et on a pu comme ça organiser des événements qui ont été une réussite localement. Je voulais vraiment vous raconter mon expérience avant de donner la parole à mes invités, nos invités, et leur demander ce qu'ils ont appris de leur expérience et qu'est-ce qu'ils recommandent pour impliquer les jeunes dans leur coalition. Donc, j'aimerais vous présenter la première invitée euh, qui vient de Femnet. C'est une coalition donc au sein de Femnet qui est donc euh, un réseau de femmes en Afrique. Et peut-être que vous pouvez nous parler vous-même de Femnet, donner un peu plus de contexte. Quelle est la position de Femnet pour impliquer les jeunes? Quels sont les défis, les problèmes principaux auxquels vous vous êtes confrontés? Et comment est-ce que vous les avez surmontés? Merci beaucoup, Innocent. Et merci de rappeler à tout le monde que je ne suis plus jeune. Je, Ça fait longtemps que je suis dans ce mouvement, c'est vrai, et ça a été un honneur de travailler avec des jeunes sur l'ensemble du continent. Je travaille en Kiminesiooka et je coordonne cette coalition avec Femnet. Et ça fait un petit bout de temps que je fais ça, j'en suis très heureuse. On est une organisation panafricaine. Notre secrétariat est à Nairobi, mais on a des membres, des adhérents dans les 54 pays d'Afrique, plus de 800 membres d'organisations membres. Et on aime les jeunes, bien sûr, même si on n'est plus vraiment tous des jeunes, mais c'est le cœur de notre travail. Comment impliquer les jeunes, comment les faire participer et de faire, ils font complètement partie du travail qu'on mène. On les considère pas comme des bénéficiaires de notre travail, mais on les considère des alliés politiques, des personnes qui ont leur place au sein du mouvement, sont partie intégrante. Et donc, on les considère pas comme des bénéficiaires, mais plutôt comme des parties prenantes. On- Donc, le travail, souvent, quand les jeunes sont impliqués, c'est de veiller à ce que les thématiques qui touchent les jeunes soient à l'agenda politique. Donc, on a aussi euh, un projet qui cible les jeunes, mais, mais c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas impliqués dans chaque phase du travail. Donc, que ce soit sur le changement climatique, la justice climatique, la santé sexuelle et reproductive, les jeunes sont intégrés à nos efforts, à nos activités, à toutes les étapes de la conception, de l'exécution. Et notre approche, c'est pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais de les guider
euh, leur ouvrir des portes, leur donner accès à certains espaces de prise de décision régionaux. Euh, et parfois, certains jeunes ont simplement besoin d'être, voilà, d'avoir une porte ouverte, d'être guidés. Et puis après, ils peuvent revenir dans l'autre communauté, dans leur coalition, et, euh, et avoir ce lien-là, pour transmettre leur message. Donc, on a vu les jeunes prendre ce leadership entre les mains, entre leurs mains, vraiment diriger ces mouvements. Et j'aimerais vous transmettre quelques exemples fondés sur ma propre expérience avec plusieurs jeunes. J'ai vu que les jeunes ont des solutions parce que vous co-créez quelque chose avec eux, vous leur posez des questions et puis un jour, par exemple, je me souviens, on était supposé mettre en œuvre un projet avec des étudiants de l'université d'Addis Abeba. Puis il y a eu un conflit et on était bloqués, on pouvait plus bouger. Et j'ai demandé aux jeunes, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la plupart des jeunes étaient déjà partis à Addis Abeba, avaient déjà un réseau. Euh, et on a vraiment utilisé ce réseau pour pouvoir faciliter le projet. Et bon, je suis désolée, vous venez voir mon fils qui vient juste de passer derrière l'écran. Euh, Au Mali, alors les conflits là-bas nous ont vraiment empêchés de mettre en œuvre nos projets, mais les jeunes étaient toujours présents et disponibles quand nous, on ne pouvait pas aller sur place. Par exemple, pour parler des questions du mariage précoce, les jeunes filles allaient sur place et prenaient ces messages entre leurs mains. Donc, c'est simplement quelques exemples pour vous montrer que les jeunes savent ce qu'ils veulent. Ils ont parfois besoin juste un petit peu d'encouragement et d'orientation, mais surtout de beaucoup d'argent pour pouvoir mettre en œuvre leur vision. Donc ça, c'est notre priorité, c'est de lever des fonds pour les coalitions des jeunes. Et moi, je vous invite à chaque fois que vous écrivez une proposition de projet, invitez des jeunes pour leur demander quelles sont leurs idées et impliquez-les dans ces projets dès le départ. Je crois que les ressources, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et, et les jeunes, bah, ils savent pas. Ils, Ça fait que 18 ans qu'ils sont sur cette planète, ils n'ont pas les ressources, ils savent pas où trouver forcément de l'argent. Donc c'est vraiment sur ces thèmes-là qu'il faut qu'on a peut-être un rôle à jouer, nous qui avons un peu plus d'expérience. Merci Innocent, je pourrais continuer bien sûr, mais j'aimerais donner l'opportunité à d'autres qui sont là de s'exprimer. Merci beaucoup, Metoki, pour cette introduction, cette réflexion. Et c'est vrai, on a besoin d'argent et parfois euh, on a l'impression que, et c'est important d'insister sur le fait que les jeunes ont besoin de beaucoup d'argent. On a souvent l'impression que parce qu'on est jeune, on peut faire avec pas beaucoup, et c'est pas forcément le cas. Donc c'est important de faire confiance, d'avoir confiance dans les jeunes et de leur confier des grands projets pour avoir plus d'impact. Donc merci. Je sais que vous avez impliqué chez Femnet des jeunes au conseil d'administration et aussi dans la conception des programmes et sur le terrain aussi lors de la mise en œuvre. Et voilà, je veux dire que je sais que Femnet travaille vraiment sur une relation de confiance. Et nous, on a en Tanzanie travaillé avec Femnet et ça a été un grand plaisir. Je voudrais passer maintenant à notre prochaine intervenante, Nandita Tate, qui représente le réseau IBP, donc la mise en œuvre des meilleures pratiques, un réseau qui est gouverné par l'OMS. C'est une grande organisation. Certains jeunes peuvent trouver parfois que l'OMS est une grosse bureaucratie difficile de travailler avec, mais vous êtes là et vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer ce que c'est que ce réseau, votre coalition pour laquelle vous travaillez et quel est votre secret pour rendre cette coalition un peu plus accessible aux jeunes. Et quelles sont les leçons que vous avez tirées aussi de votre expérience que vous pourriez peut-être partager au public? Nandita, la parole est à vous. Merci beaucoup, NSN. Merci pour cette opportunité de présenter nos travaux. Je voudrais commencer par vous dire que
l'OMS, comme vous le savez, c'est une organisation internationale dont le siège est en Suisse, à Genève. Et depuis pendant longtemps, disons, nos interlocuteurs principaux sont les ministres de la Santé. Et puis, on travaille avec eux pour émettre des recommandations en matière de santé. Mais au fur et à mesure du temps, l'OMS a aussi reconnu l'importance de travailler avec d'autres communautés au-delà des ministères de la Santé. Donc, on a travaillé avec, depuis quelques années, les organisations de la société civile et maintenant, depuis quelques années aussi, des conseils de jeunes. Donc, c'est vraiment une volonté de l'OMS de pouvoir impliquer les jeunes dans la prise de décision. Et moi, je m'en réjouis, bien sûr. Donc, le réseau que coordonne, ça fait plus de 20 ans qu'il est logé, en fait, hébergé au Bureau de santé sexuelle et reproductive de l'OMS. Et on travaille donc avec ce modèle de coalition pour cultiver, travailler avec des jeunes champions de la santé sexuelle et reproductive. Donc souvent, c'est des choses qui arrivent, ces petites coalitions, elles sont créées parce qu'il y a un projet, mais après, elles restent actives. Et j'ai vu ça sur plusieurs thèmes, la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive des jeunes ou des hommes ou l'avortement. Donc, on a vu que ces communautés de pratique, le modèle des communautés de pratique a été très efficace dans ce sens-là. Ce qui fonctionne, c'est que d'abord, bon, nous, on est perçu souvent comme un rassembleur neutre. C'est on travaille pas on travaille comme l'OMS. On n'est pas un bailleur de fonds, on n'a pas, voilà, un agenda. Je pense que le fait qu'on est soutenu par l'OMS, que ces coalitions sont soutenues par l'OMS, ça donne aussi une certaine légitimité. Et puis, l'objectif, c'est aussi d'aider à ce que ces organisations puissent durer dans le temps. Alors, je voudrais rebondir sur ce que disait l'intervenante, ma collègue précédente, c'est que souvent les jeunes ont les mêmes besoins que n'importe qui d'autre, de recevoir des services de qualité, d'être bien traités, etc. Donc, pour nous, c'est la même chose d'un point de vue des organisations. Les jeunes sont des membres à part entière de nos communautés. Certains sont impliqués politiquement, engagés. Donc, par exemple, le, la présidence de notre réseau, c'est une organisation de jeunes, Youth and Alive en Tanzanie. Et donc, un exemple que j'aimerais vous donner, c'est un exemple qui se focalise sur l'inclusion. Donc, par exemple, pour nous, c'est très important de traduire tous nos matériaux en français, en anglais, en espagnol. Je sais que la ICFP aussi le fait, mais c'est très important aussi de relier les thématiques. Donc, on essaie vraiment d'inclure, voilà, c'est aussi une autre façon d'être inclusif, c'est de réfléchir à comment est-ce que, par exemple, la santé sexuelle et reproductive a aussi des liens avec le développement économique, par exemple. Une autre chose, c'est que on sait que l'expérience vécue a énormément de valeur dans ce travail et pour vous donner un exemple, le mois dernier, on a organisé une session sur la santé sexuelle et reproductive des hommes. Il y avait beaucoup d'intervenants du ministère de la Santé, des experts, etc. Mais on a aussi poussé pour que une de nos organisations dirigées par des jeunes puisse aussi participer. Cette personne a finalement raconté sa propre expérience en essayant d'aller dans une clinique et d'obtenir des services. Et ça a été tellement puissant d'avoir cette voix, c'était presque plus puissant et plus convaincant que d'autres discours. D'entendre vraiment l'histoire personnelle de quelqu'un, je crois que et je pense qu'il faut beaucoup travailler avec les jeunes dans ce sens-là. Alors, les défis qui demeurent, c'est un, et il y a toujours des relations de pouvoir très, très importantes.
Je vous donnerai un exemple. Il y a plusieurs années, on avait organisé un panel de discussion et l'un de nos participants qui était jeune, qui était expert de son sujet, mais qui était aussi jeune et qui a présenté donc des panélistes de haut niveau et l'un des panélistes d'un ministère de la Santé m'a dit c'était vraiment très inapproprié d'avoir une personne aussi junior présenter les panélistes. Mais ça m'a vraiment choquée parce que cette discussion était sur les jeunes, concernait les jeunes. Donc voilà, c'est un exemple de défi qui demeure. Et puis une autre chose aussi peut-être qui est peut-être un obstacle, c'est que souvent, quand on cherche à impliquer des jeunes pour notre conférence, euh, on a tendance à rappeler toujours les mêmes personnes, hein. Et ça nous arrive à tous, évidemment. Et ça, c'est le cas indépendamment du fait si on est jeune ou vieux. On a tendance à rappeler les mêmes experts toujours. Et donc, je pense que c'est important. Sinon, c'est presque comme un circuit. Ce sont toujours les mêmes personnes sont brillantes, hein, ça, c'est pas la question. Mais c'est toujours les mêmes personnes qu'on appelle. Et donc, c'est important, je crois, pour que la durabilité de ce mouvement, d'impliquer aussi d'autres jeunes. Donc, voilà. Merci, beaucoup pour l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Merci beaucoup, Nandita, pour nous raconter concrètement ce qui se passe dans notre travail. Et, hum, et, et je crois que les exemples que vous nous avez expliqués, racontés sur comment est-ce que les jeunes, voilà, voilà, leur position n'est pas toujours claire du point de vue des personnes extérieures, ça, c'est important à clarifier. Je vais maintenant passer à notre intervenante suivante, Angela Mutanga, qui dirige un collaboratif de plaidoyer. Euh, Angela, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un qui disait c'est très difficile de travailler avec des jeunes dans le plaidoyer parce qu'ils sont passionnés. Donc, c'est intéressant et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience. Comment est-ce que vous travaillez avec des jeunes dans votre structure? Qu'est-ce qui a changé au fil du temps? Quelles ont été les réussites, les acquis? Euh, et, et voilà, enfin, euh, si vous voulez bien nous éclairer. Merci beaucoup, Innocent, et à tous les organisateurs. Alors moi, donc c'est TAC, c'est le nom, c'est l'acronyme de notre coalition. C'est une plateforme qui est locale, qui se focalise sur le renforcement des compétences des organisations civiles et renforcer aussi le pouvoir collectif pour influencer les politiques et en particulier en matière de financement et de mobilisation des ressources domestiques dans le domaine de la santé et des droits. Donc, on travaille beaucoup dans le secteur du développement et de la santé. Et notre modèle est organisé vraiment autour de collaboratifs, de collectifs plutôt, locaux. Et donc, on travaille avec des collectifs qui font du plaidoyer et qui travaillent beaucoup avec des jeunes. Donc, à travers notre travail, on observe en fait des principes fondamentaux dont je vais vous parler un petit peu. Et puis, on intègre souvent aussi et toujours systématiquement les leçons de notre expérience. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de tout ça aujourd'hui, je vais vraiment focaliser sur l'implication des jeunes. Donc, l'un des principes fondamentaux, des principes directeurs qu'on a, c'est qu'on pense que les acteurs locaux ne doivent pas simplement participer dans les processus de développement, ils doivent aussi avoir les compétences
Euh, et avoir les bons outils, être équipés, ils doivent être aussi soutenus, coachés pour construire, cultiver des relations durables et significatives et participer à un pouvoir collectif, qui peut vraiment influencer, les politiques sur des sujets qui nous importent. Donc, donc on a travaillé comme ça avec des jeunes leaders et des jeunes de manière plus générale. Donc, d'abord, un point clé important, c'est que la participation significative des jeunes, leur inclusion doit être institutionnalisée. Je suis désolée, le son audio coupe, je n'arrive pas à entendre ce qu'elle dit. Donc, ce qu'on fait d'abord, quand on travaille avec les jeunes, c'est qu'on conduit, on mène une analyse de la situation pour essayer de cartographier un peu quelles sont les coalisations qui existent. On fait ce qu'on appelle en anglais un mapping, une cartographie, euh, des organisations des jeunes. Et ça nous permet de comprendre le système, l'écosystème dans lequel on évolue et, et donc, bien sûr, l'objectif, c'est de travailler de manière collective plutôt que de créer, des nouvelles structures parallèles. Donc, avec les jeunes, on travaillait dans plusieurs domaines, la compréhension des données, l'analyse des données, le plaidoyer, la redevabilité sociale, le coach sur la communication stratégique, etc. Donc, nous, l'importance vraiment, c'est de construire des systèmes durables. Et il y a bien sûr beaucoup d'exemples de réussite, mais puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous raconter juste une histoire. Notre collectif du Sierra Leone, vraiment a commencé, par donc cette cartographie dont je vous parlais. Ah, je suis désolée, la connexion est pas bonne. Donc, donc au Sierra Leone, je suis désolée, je n'ai pas pu tout traduire parce que le son était pas bon, mais euh, un grand changement, c'est qu'il y a eu vraiment, la participation des jeunes dans la prise de décision gouvernementale a été institutionnalisée et aujourd'hui, c'est vraiment presque une politique aujourd'hui, avec des processus clairs du niveau national au niveau local pour inclure les jeunes, pour créer donc pour participer à la prise de décision. Depuis la planification à l'évaluation des coûts, etc. Et à vrai dire, au départ, quand il y a eu la planification, les jeunes n'avaient pas été impliqués. Et les jeunes avaient déjà articulé leurs priorités.
Et donc, ils ont pu plaider auprès du gouvernement qui dirigeait le processus. Et puis, petit à petit, la stratégie a pu être améliorée grâce à la perspective des jeunes. Je vais essayer de me dépêcher, c'est pour conclure, mais en termes de défis, bien, bah, bon, on a appris beaucoup de choses. D'abord, souvent la coalition, quand elle commence, elle a beaucoup d'énergie et puis elle peut finalement échouer. Donc, peut-être ma grande leçon, c'est que pour moi, la passion, c'est vraiment important, mais c'est pas suffisant. La passion n'est pas un système. Alors que si vous essayez de construire votre coalition de manière systémique, elle sera beaucoup plus durable. Et puis ensuite, la deuxième chose sur les bailleurs de fonds, euh, souvent, les personnes qui dirigent ces coalitions ont, ont vraiment des intérêts personnels. Et, et ça peut impacter aussi la crédibilité de la coalition. Donc, c'est important que les leaders de coalition savent vraiment que les coalitions doivent aménager de l'espace pour tout le monde. Et, et c'est important aussi peut-être d'intégrer ça même dans les articles de constitution de ces organisations euh, pour vraiment s'assurer qu'aucune organisation sera exclue. Je vais m'arrêter parce que, mais je vais continuer à m'impliquer bien sûr si, et n'hésitez pas à me continuer. Merci, Maman Angela. Je suis d'accord. La passion, c'est important pour pouvoir lancer un mouvement, lancer un certain élan. Mais le sujet, ce que vous avez mentionné sur ceux qui, les fondateurs aussi des coalitions, c'est important, voilà, qu'ils envisagent l'avenir de la coalition au-delà de leurs propres intérêts. Merci encore pour euh, pour votre intervention. Donc, avant qu'on passe au panel sur les jeunes, oui, voilà. Donc, simplement, avant donc de passer et donner la parole aux jeunes leaders eux-mêmes, je voudrais inviter ma collègue Samantha de PAI, PAI qui, avant, donc, je voudrais simplement vous dire que, donc, grâce à Samantha et ses collègues, on a lancé l'Institut des jeunes, dirigé par PAI, et ça a été vraiment un succès. Et, et c'est vraiment l'une de mes de mes plus grands, de mes meilleurs souvenirs de cette année, c'est vraiment avoir travaillé sur ce projet-là avec vous. Merci beaucoup. L'Institut des jeunes a aussi été l'une des meilleures expériences de ma vie, probablement parce qu'on a travaillé ensemble. Merci aussi à nos panélistes qui ont nourri la première discussion et je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et puis aussi tout ce que vous avez dit sur l'importance d'institutionnaliser l'inclusion des jeunes, etc. Mais je voudrais simplement souligner une chose. Quelqu'un a parlé donc de l'importance d'avoir des ressources, des financements. Et il y a pas longtemps, PAI a mené une enquête auprès des organisations de la société civile
Plus d'une centaine a répondu et la moitié ont subi des coupes budgétaires euh, de au moins de l'année dernière et 60% ont réduit leur nom, ont dû renvoyer des gens simplement pour pouvoir continuer à exister. Donc ça, ça vous donne un peu une idée de la situation actuelle. Et maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Eve Bracker, qui est directrice du programme. Et donc, je suis vraiment heureuse que tu aies pu prendre le temps de vous joindre à nous pour lancer la boîte à outils, le toolkit de la coalition de PAI. Oui, et je voudrais remercier aussi les panélistes qui, qui ont pris la parole tout à l'heure. Et puis, je voudrais aussi remercier un quatrième panéliste que vous n'avez pas encore rencontré, mais Natacha de Zambia, qui a participé à la création du toolkit que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, en écoutant la conversation, ça m'a vraiment marqué à quel point il y a beaucoup de points communs entre de thèmes communs qui émergent en fait des leçons tirées de tout le monde. Et je pense que vous qui nous écoutez, vous faites face à des problèmes similaires en termes de durabilité, de ressources, de participation significative aussi. Et ce sont vraiment les questions, les problèmes, les problématiques qui ont inspiré notre coalition à créer ce toolkit, cette boîte à outils. Donc, c'est un outil qui est fondé donc sur notre expérience de partenariat avec beaucoup d'organisations. Comme vous voyez, numéro 60 sur la diapositive, 60, c'est c'est notre anniversaire de cette année, on a 60 ans. Et donc, on a voulu documenter toutes les leçons tirées dans notre travail, nos partenariats. Et donc voilà, pour nous, c'était important de plonger dans nos archives, de pouvoir documenter tous ces efforts et puis de aussi faire en sorte que ces informations puissent servir aussi à la communauté au sens large. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, par notre expérience, c'est que les coalitions sont souvent jugées en fonction de leur succès public. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils ont réussi à générer de la visibilité autour d'une question, etc. Mais finalement, les coalitions sont déterminées par ce qui se passe derrière le rideau, en fait. Et on sait, vous savez, tout ce que ça demande pour une coalition de pouvoir continuer à survivre, de la confiance, c'est très important, un objectif commun, une volonté de naviguer, de parler de nos différences de manière constructive et d'avoir aussi une certaine culture organisationnelle, de savoir s'adapter, etc. Donc, notre toolkit se focalisait sur tous ces aspects euh, et, 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 et donc c'est important parce que chacun de ces points, en fait, sont nécessaires pour le succès des coalitions. Alors, ce qu'on veut, bien sûr, euh, il faut dire que les besoins d'une coalition qui vient juste d'être créée sont très différents d'un partenariat qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment conçu comme ressource pour des coalitions qui débutent, mais qui peuvent aussi être utilisées plus tard au cours de la vie de la coalition. Donc, les coalitions, comme vous le savez, ne sont pas statiques, ce pas des organismes figés, ce sont des systèmes en évolution, en constante évolution, et de fait, ils évoluent très rapidement dans l'environnement actuel. Les priorités nationales ou internationales peuvent changer, les leaders passent à autre chose, etc. Mais ce qui est important, c'est pas forcément de préserver une coalition exactement comme elle a été fondée,
mais vraiment de veiller à ce qu'elle continue de porter sa mission originelle. Et ce message, c'est quelqu'un, on vient juste de l'entendre, c'est pas nécessairement, voilà, c'est pas forcément les coalitions qui restent les mêmes pendant longtemps, qui sont les plus efficaces. C'est vraiment les coalitions qui continuent à s'adapter tout en ne renonçant pas à leurs valeurs, bien sûr. C'est celles-là qui ont le plus de succès sur le long terme. Le changement, c'est pas forcément ça arrive pas forcément à cause d'une crise. Ça peut être quelque chose qui est intégré aussi et qui peut avoir qui peut avoir lieu quand les choses sont un peu plus calmes et qui peuvent être comprises comme quelque chose, comme un signe de stabilité en fait et un signe de croissance aussi. Donc, un thème commun entre cette boîte à outils et le webinaire d'aujourd'hui, c'est bien sûr le leadership des jeunes. Pour nous, le leadership des jeunes, parle de pouvoir, d'influence et aussi d'appropriation de responsabilité. Et de plus en plus d'organisations arrivent à faire ça, à créer des opportunités pour les jeunes. Mais le défi vraiment aujourd'hui, c'est de veiller à ce que les jeunes aient un rôle déterminant dans la prise de décision au sein des coalitions, qui puissent vraiment façonner l'orientation stratégique de la coalition. Donc c'est important qu'ils soient des partenaires stratégiques et pas simplement des parties prenantes. C'est important c'est bien d'être partie prenante, mais c'est pas suffisant en toute honnêteté. Donc, donc nous, pour nous, la transition du leadership, c'est une force. Et c'est vrai que les coalitions changent beaucoup plus rapidement que d'autres organisations. Et, et donc, c'est important de réfléchir, bien sûr, de réfléchir à comment impliquer donc les jeunes de manière significative. Donc, ça veut dire partager le travail, mais aussi la responsabilité de ce travail. J'aimerais aussi vous dire deux mots ici, quelques mots donc sur les principes directeurs de PAI et de notre approche de la coalition, des modèles de coalition. Pour nous, les coalitions durables ont besoin de collaboration, pas simplement de consultation, comme je viens de le dire, et en particulier, ça veut dire qu'il faut construire des solutions, il faut replacer les jeunes au centre des discussions et créer des espaces pour des leaderships intergénérationnels. Ça, c'est très important que plusieurs générations travaillent ensemble pour élever la voix des jeunes et reconnaître que l'expertise existe dans différentes formes. Et donc, c'est important d'investir dans la- les relations. C'est important, voilà, de donner du temps aux relations, de les cultiver sur le long terme. Donc, je crois bien sûr que certains de ces principes, euh, certains thèmes, le mentorat, la confiance, la relation de confiance, tout ça, c'est vraiment des principes qui se répètent dans n'importe quelle coalition. Moi, je pense qu'ils sont même fondamentaux pour permettre aux coalitions de réussir et de perdurer. Donc, donc pour nous, donc cette boîte à outils, ce toolkit, on est en train de le lancer en ce moment sur notre site internet. Et si vous faites partie vous-même d'une coalition, d'un réseau plus large et que vous pensez que c'est une ressource qui pourra vous être utile, je vous invite à le télécharger. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas de recette magique pour pouvoir créer une coalition qui fonctionne, mais c'est déjà un bon point de départ, je crois, cette ressource
pour pouvoir commencer à réfléchir et à penser à votre coalition. Et c'est important de garder à l'esprit aussi que les gens changent au fur et à mesure euh, que que les choses avancent et de prendre ça aussi en compte. Donc, je vous invite encore une fois à télécharger la boîte à outils, le transmettre, le partager à vos collègues et de peut-être réfléchir à comment est-ce que vous pourriez l'appliquer dans votre propre travail. J'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que vous l'avez utilisé. Donc, j'ai mis mon email. Si vous voulez bien m'écrire, me tenir au courant de ce que vous en avez pensé et si vous l'utilisez, si vous avez des retours, ce serait très utile également. On a aussi mis le lien dans la fenêtre de chat. C'est vraiment un outil très intéressant et qui a été créé par plusieurs organisations de la société civile, y compris Natacha qui va nous parler un peu tout à l'heure. Et puis, c'est aussi une réponse à l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que on a découvert que 84% des personnes qui ont répondu font partie de coalitions dans le secteur de la santé. Donc, utilisez cet outil et dites-nous ce que vous en pensez. Je vais maintenant passer la parole au panel suivant de discussion, et c'est-à-dire donner la parole aux jeunes eux-mêmes. Et d'abord, je vais inviter Natalia de Leon à parler. Natalia travaille, donc elle travaille avec FP 2030 et va nous parler un peu de cette organisation et comment est-ce que vous avez vraiment réussi à créer un réseau de jeunes leaders très efficace dans la région des Caraïbes et en Amérique latine. Alors, si vous pourriez nous dire un peu comment est-ce que l'engagement global international de FP 2030, comment est-ce que vous avez réussi à faire écho et à faire en sorte que ça ait du sens pour les jeunes localement? Oui, alors d'abord, j'aimerais vous donner un peu de contexte sur ce en quoi consiste FP 2030. C'est un partenariat euh, qui cherche à ce que tout le monde puisse euh, prendre des décisions informées sur leur santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est un partenariat qui travaille avec différents types d'organisations, dont des bailleurs de fonds, etc. Mm, mm. Pour moi, ce qui est vraiment pertinent ici, c'est que c'est l'initiative même de FP 2030 est fondée sur un modèle de coalition et de vision commune, etc., et de coalition aussi au niveau plus local. Donc pour nous, on essaie vraiment à la fois de résoudre certains problèmes à travers la politique publique, les institutions, mais aussi à travers la mobilisation des organisations des communautés locales. Donc, nous, en Amérique latine et dans les Caraïbes, on a créé une coalition. Et l'idée, c'était pas simplement d'inviter les jeunes aux réunions, etc., ou de les consulter, les jeunes, après que les décisions aient déjà été prises, mais plutôt de construire une communauté de jeunes qui se parlent, qui s'échangent, qui soient aussi flexibles et qui puissent euh, définir un peu comment se mouvoir dans le contexte actuel. Se donner des conseils sur l'activisme, sur comment s'engager, etc. Donc on travaille maintenant avec 18 pays dans la région euh, et tous nos réseaux de jeunes sont très hybrides. On a des modèles de plaidoyer en personne, mais on travaille aussi beaucoup en ligne. À vrai dire, la plupart du temps, on travaille en ligne. Euh, Et on a aussi augmenté nos campagnes de communication.
On a touché, tous les mois, on touche à peu près 120 000 personnes. Donc, on a co-créé plus d'une centaine de campagnes de communication en veillant à ce que les messages soient créés par les jeunes pour les jeunes. On a créé des espaces d'échange d'expériences, etc. Et aussi une session de renforcement de compétences. Ce qui est important, c'est que c'est des initiatives qui sont prises par les jeunes pour les jeunes. Donc, par exemple, on a parlé. Ce qui est important, c'est on essaye de prendre le pouls, en fait, d'essayer de comprendre quels sont les intérêts des jeunes. Euh, Par exemple, on a parlé, pardon, du plaisir en santé sexuelle. On a parlé, et dans le contexte de l'Amérique latine et des Caraïbes, on parle aussi beaucoup. C'est important de recentrer aussi ces discussions sur les personnes qui ont souvent été marginalisées, donc les afrodescendants en Amérique latine en particulier, ou les populations autochtones. Et pour moi, vraiment, je trouve que la boîte à outils que Paï a construit, il est formidable parce que ça permet d'établir des objectifs. Et c'est ce qu'on fait aussi avec la vague des jeunes, la Youth Way de FP 2030. Notre question, c'est pas de quoi ont besoin les jeunes, mais qu'est-ce qu'on peut construire avec les jeunes. Et donc, d'abord, notre modèle, c'est d'écouter. On a un questionnaire qui demande aux jeunes quelles sont vos priorités, quels sont vos problèmes, en quoi est-ce qu'on peut vous être utile. Et ça fait écho vraiment au toolkit, à la boîte à outils, parce que c'est un peu la même approche dans la compréhension des, des besoins locaux. Donc, on n'arrive pas avec un programme avec des idées préconçues, mais vraiment, on pense tout ensemble dès le départ. Et puis, je voudrais aussi souligner qu'un réseau n'est pas fort en soi parce qu'il a beaucoup de membres. Il est fort parce qu'il y a de l'échange d'idées, d'informations au sein du réseau. Et donc, le PAE parle beaucoup, le toolkit, de l'importance de la confiance et d'investir dans des espaces de formation entre pairs, par exemple. Et c'est quelque chose qui arrive pas tout seul. C'est quelque chose pour lequel il faut vraiment plaider. Euh, On a vu à travers toutes ces mécanismes, on, on, on a vu à quel point c'était important qu'il y ait du leadership intergénérationnel. C'est important pour moi, ça ne veut pas dire que pour moi, voilà, c'est important qu'il y ait toujours des jeunes qui soient aussi, qui prennent aussi des décisions, mais c'est important de penser à comment est-ce qu'on redistribue le pouvoir aussi de décision. Je crois que le lien le plus fort entre la Youth Way, la vague des jeunes, et le toolkit, c'est que un principe important, c'est de relier en fait chaque mouvement local à un message plus grand, plus général, et de relier aussi chaque thème à d'autres thèmes, de montrer comment plusieurs thèmes sont interreliés. Donc, nous, par exemple, on travaille avec des communautés autochtones et on essaye de comprendre leurs expériences vécues et après on essaye de créer des ponts, jeter des ponts entre les différentes expériences vécues. Donc, quelqu'un nous a dit à nos participants, c'est que euh, c- donc voilà, ce qui est important, c'est que la perspective globale devrait informer les discussions locales, mais pas simplement être imposée aux discussions locales.
de fait, un jeune du Guatemala n'aura pas les mêmes priorités qu'un jeune de Colombie, etc. Donc ça, c'est important de partager nos expériences pour... Ah, je suis désolée, je vais devoir vous demander de conclure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, donc, pour, pour conclure, ce que je dirais, c'est que ce que le toolkit fait, c'est que ça nous donne un cadre pour pouvoir construire une solidarité régionale basée sur une certaine autonomie, la richesse des communautés locales. Mais, et c'est vraiment comme ça que nous, en tout cas, on a construit cette Youth Wave, cette vague de jeunes dans la région. Je suis désolée de vous avoir interrompu, Natalia. Je vais maintenant donner la parole à Natasha de Copper Rose Zambia. Elle dirige cette coalition. Natacha, je vous connais parce que ça fait longtemps que vous travaillez avec PAI, mais j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce que fait Copper Rose en Zambie. Comment est-ce que vous rencontrez les jeunes? Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu aussi du leadership intergénérationnel aussi? Vous avez beaucoup participé à la création du toolkit qu'on vient de présenter. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus votre expérience des partenariats intergénérationnels. On n'a que 5 minutes, c'est simplement un rappel. Merci à tous et à toutes. Donc, peut-être que vous connaissez pas Copper Rose, CR, donc Copper Rose Zambia, c'est RZ. On est une organisation dirigée par des jeunes et des femmes et on a l'objectif de rompre enfin d'en finir avec la pauvreté dans notre région. Et donc, pour nous, c'est important que les jeunes soient suffisamment en bonne santé et les compétences nécessaires et la confiance en eux aussi nécessaires pour pouvoir occuper des rôles de leadership et de directive. Donc, on se focalise sur la santé mentale et la santé physique et les opportunités économiques. On a touché plus d'1 million de personnes en Zambie et en Afrique du Sud. Ce qu'on dit souvent, on a, j'avais à peu près 20 ans, 21 ans quand j'ai commencé cette organisation avec une amie, une collègue, et ça fait plus d'une dizaine d'années déjà. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que en travaillant avec les jeunes, on crée d'abord un écosystème numérique qui est un espace sûr dans lequel les personnes peuvent obtenir des informations, poser des questions, etc. Donc nous, la même chose qui a déjà été dit, on ne voit pas les jeunes comme des bénéficiaires, ce sont des pairs, ce sont des leaders. Et c'est important de les soutenir en fonction de ce dont ils ont besoin. On les voit aussi comme des pleaders parce qu'ils peuvent générer des données. Euh, et on a vu que quand les jeunes réussissent à influencer les décisions politiques, ça bénéficie généralement à tout le monde. Donc, on organise des formations en plaidoyer, entre autres. Donc, il y a aussi plusieurs façons Enfin, une chose que je voudrais dire, c'est que les jeunes, ce n'est pas un groupe homogène. Il y a bien sûr, là on parle de jeunes entre 10 et 24 ans, donc c'est vraiment différent. Et puis les jeunes dans les villes ont une culture très différente des jeunes en milieu rural. Donc quand on parle de partenariat intergénérationnel, euh, en fait,
les différentes générations se renforcent mutuellement parce que les jeunes apportent une certaine perspective et ils comprennent mieux la technologie aussi, alors que personnes plus âgées apportent plus d'expertise technique. Et, et donc, pour nous, c'est important on n'a pas la vision que les jeunes doivent arriver et renvoyer tout le monde et c'est eux qui doivent maintenant diriger le monde. C'est pas notre vision. Dans notre cas, on a travaillé par exemple avec beaucoup d'agences gouvernementales dans le syst- et on a pu renforcer le système de santé par exemple en reconnaissant l'expertise des personnes qui travaillent là depuis longtemps et, euh, et en inventer aussi les jeunes. Mais c'est très important de cultiver une relation de confiance. Euh, donc ce qu'on a trouvé dans notre travail, c'est que beaucoup d'organisations de jeunes sont parfois perçues comme peu confiables. Et donc ça, c'est très important d'avoir vraiment une qualité du travail qui observe les plus hauts standards, qui soit confiable, etc. Ça, c'est très important. Et souvent, ce qu'on entend quand il y a des coalitions de jeunes, les organisations plus anciennes vont dire, ah, on ne sait pas si vous serez toujours là si vous serez toujours là l'année prochaine. Et donc, c'est important de garder ça à l'esprit et de documenter le travail. Si vous avez un partenariat, est-ce que vous avez tout documenté? Est-ce que c'est clair qui fait quoi? Parce que l'objectif, c'est pas que une organisation devrait, une seule organisation devrait atteindre un objectif. L'objectif d'une coalition, c'est que toutes les organisations impliquées dans cette coalition puissent atteindre l'objectif. Quand on dit dirigé par les jeunes, ça ne veut pas dire seulement les jeunes. Par exemple, nous, quand une fois on a aidé à construire un département de recherche et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement avoir que des jeunes dans ce département de recherche. Mais on a pu trouver un équilibre et on a aussi appris que et c'est important aussi, ce qu'on a trouvé dans notre expérience, c'est que la confiance se construit pas en restant silencieux. Donc, c'est pas parce qu'une organisation vous donne de l'argent qu'il faut dire oui à tout ce qu'il propose. La confiance, c'est quand on dit ce qu'on pense aussi à nos partenaires. Merci beaucoup, Natacha, pour cette présentation qui a été très claire. Et je voudrais maintenant donner la parole à notre dernière panéliste, Sonali Silva, qui est co-directrice du Yield Hub. Yield Hub, a vraiment une approche unique pour changer la façon dont on implique les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce que le Yield Hub? Comment est-ce que vous travaillez avec les jeunes? Et quelles ont été les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés et comment est-ce que vous vous assurez de la qualité de la relation avec les jeunes dans votre travail? Merci Samantha. Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas déjà été dit aujourd'hui? Je pense que si vous cherchez une bonne coalition, ben, je pourrais dire que celle-ci en est une. Femnet, OMS. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Donc nous, on est une organisation qui sert les jeunes et on travaille en particulier sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes. Pour nous, vraiment, on se focalise sur le qualitatif, sur comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes, pas forcément sur le quantitatif. Donc pour nous, c'est un cycle d'apprentissage. On a une méthode de participative et
on facilite donc cette méthode et notre programme. Donc, pour chaque cycle, on rassemble des parties prenantes donc des personnes qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses dans un secteur. Donc, donc, et on amène aussi des organisations de jeunes, des bailleurs de fonds, des chercheurs qui travaillent tous ensemble à la résolution de problèmes pendant 7 mois. C'est pas juste un atelier, c'est un processus qui prend en compte toutes les nuances que prend la prise de décision et le changement social. Donc, on n'aime pas avoir une discussion séparée avec les jeunes et avec chaque partie prenante. Pour nous, la valeur de notre plateforme, c'est de rassembler toutes ces parties prenantes. Et c'est vraiment ce qui encourage les gens à nous rejoindre, c'est que c'est un espace vraiment basé sur la confiance et qui est confidentiel aussi. Et puis, on partage toujours nos recommandations pour le secteur. On est une petite équipe de 8 personnes, mais très, très active. Et on en est maintenant à notre 14e cycle. Euh, et on travaille avec une organisation de jeunes qui est active depuis 5 ans. Et l'une des questions qui a été posée portait sur les changements systémiques. Ben, je crois que j'ai parlé de l'importance de la confiance, mais aussi on travaille beaucoup sur comment changer la perception du travail des jeunes, en particulier chez les bailleurs de fonds et les institutions, parce que c'est important que ça soit pas perçu comme quelque chose de bien à avoir, mais comme quelque chose d'essentiel. Et donc, on travaille sur tous les préjugés, les processus, la bureaucratie, enfin tout ça qui empêche souvent que les jeunes soient là. Et donc nous, vraiment, c'est important qu'on crée un espace vraiment accueillant et de confiance et qu'on soit pas perçu comme des audits, non? Comme un des auditeurs. Donc, Donc, je pense que c'est important d'avoir une approche, de reconnaître que personne ne fait rien de parfait, de toute façon, dans le secteur, et que c'est important d'être diplomate et d'être constructif aussi. Donc, pendant notre premier cycle, on identifie les obstacles et donc on a un cycle comme ça sur la durabilité financière. Et puis après, on essaie vraiment de cibler différents domaines pour vraiment comprendre ce qui a besoin d'être changé. Et donc là, on a par exemple une session sur réduire la dépendance aux bailleurs de fonds, par exemple. Donc ce type de travail qui vise finalement à transformer un peu les rapports de force, les dynamiques de pouvoir, c'est, c'est important d'avoir les compétences nécessaires pour négocier. Et puis, vraiment que les propositions de nouvelles valeurs soient faites de manière efficace et aussi de vraiment veiller à ce que lorsque la coalition s'exprime de manière unanime, de profiter de cette puissance pour que ça ait vraiment un impact. Et donc, souvent, ce qu'il faut dire, c'est que, enfin, l'une des difficultés qui existent sont vraiment structurelles parce que parfois les coalitions des jeunes, c'est pas qu'elles peuvent pas travailler, mais souvent elles sont utilisées de manière simplement symbolique et elles ont pas vraiment de marge de manœuvre. Euh, on fait aussi très attention avec qui on travaille. Euh, pour nous, c'est important de souligner le fait que donc on est très très honnête sur le fait que c'est un long processus qui n'est pas forcément toujours facile, mais qui a du sens, qui est porteur de sens.
Donc, euh, quelque chose aussi de nouveau très récemment, notre organisation, Yield Hub, on est passé à un modèle de co-leadership. Donc, on a deux directeurs. Pourquoi? Bah, à cause du burn-out, à cause de la charge mentale, à cause de plein de choses. Et beaucoup d'organisations féministes le font. Et notre approche, c'est que c'est important d'avoir aussi une planification de délégation et de reprise des responsabilités des uns et des autres très claires. Et on veut vraiment s'assurer que la prochaine génération pourra hériter d'une organisation qui est saine et qu'elle pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà fait. Et pour nous, c'est notre obligation vis-à-vis des jeunes leaders. Donc pour nous, c'est important au sein même de notre organisation, de travailler sur la planification des transitions. On a un cycle, par exemple, sur comment soutenir les jeunes. Euh, bon, vous savez tous que, par exemple, passer du plaidoyer au programme. Dans notre secteur, c'est pas des transitions forcément naturelles. Et on veut pas que les jeunes changent complètement de secteur s'ils se sentent un peu bloqués sur une certaine voie. Donc, on a un cycle sur ça, sur comment aider les jeunes à naviguer les opportunités actuelles. Et puis aussi, les cycles aussi évoluent et c'est important d'intégrer des nouvelles connaissances. Par exemple, le- la durabilité financière il y a 4 ans et n'a pas les mêmes implications aujourd'hui, par exemple. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les panélistes pour votre perspective. Je vais rendre la parole, le micro à Innocent Grant. Et s'il y a des questions dans le chat, euh, on va essayer d'y répondre. Je crois qu'on a un peu euh, dépassé le temps, donc merci d'être resté en ligne. Je crois qu'on a essayé de répondre à la plupart des questions dans le chat par écrit. Mais s'il y a d'autres questions, si un intervenant souhaite souligner quelque chose, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais je voudrais aussi donner l'opportunité à au moins deux participants. Si vous avez une question, vous les posez à l'oral. N'hésitez pas à prendre la parole. Ou si vous voulez simplement partager votre expérience, vos réflexions sur la discussion d'aujourd'hui. Je vois deux mains levées déjà. Amarachi, est-ce que vous pouvez... Merci. Est-ce que vous... Merci Innocent et à l'équipe. Moi, je vous parle de Tanzanie et quelqu'un a dit plutôt que les jeunes, c'est pas quelque chose d'homogène et pour moi, c'est tout à fait juste. Et dans mon expérience, j'ai vu que parfois, il y a beaucoup de coalitions, de groupes de jeunes qui font peut-être un peu la même chose. Et, et, et pour moi, dans chaque coalition, il faudrait qu'il y ait des jeunes, des représentants des jeunes, dans chaque type de coalition, dans tous les secteurs. Parce qu'on ne peut pas prétendre résoudre un problème dans une communauté sans l'avis, sans la perspective des jeunes. Et parfois, si on consulte juste une certaine coalition, mais pas toutes, on peut avoir juste simplement un aspect du problème. Donc, tout ça pour dire que
j'ai beaucoup apprécié la présentation, toutes les présentations d'aujourd'hui. Et mon message principal, c'est qu'on ne devrait pas travailler de manière fragmentée euh, et que beaucoup des problèmes qui sont identifiés par les jeunes ne peuvent être vraiment résolus que par les jeunes eux-mêmes. Oui, ça c'est un bon point. Ce que vous mentionnez, c'est vous pouvez participer à plusieurs coalitions du moment que vous y contribuez de manière significative. Peter Kangé du Cameroun. Ce que je voudrais dire, c'est que la transition entre directeurs, c'est souvent un problème dans les espaces comme ça internationaux. Mais merci à Yield Hub parce que j'ai fait partie de vos cohortes et j'ai pas vraiment eu, enfin vraiment, je peux dire que vous nous avez apporté une orientation qui nous a vraiment aidés. Et pour nous, le modèle de co-leadership a marché pour nous. Comme certains l'ont dit, pour certains, on a commencé notre organisation quand on avait 16 ans, 17 ans. Et donc, beaucoup de choses ont changé depuis. Et quand moi, j'ai commencé ce programme, j'ai dû nommer un co-leader, un co-directeur qui avait 19 ans. Mais je suis vraiment impressionnée par sa capacité et l'autorité qu'elle a dans cette position, dans son rôle, dans cette fonction. Donc, c'est très important, vraiment important de renforcer les compétences de tout le monde, de toutes les générations. Et, et c'est important que les jeunes soient là. Et ce modèle de co-direction entre les différentes générations, je crois que c'est vraiment important. Bon, mon dernier message, c'est que je vous invite tous et toutes à utiliser le Yield Hub. Ça a été vraiment, vraiment un succès pour nous. J'ai vu quelqu'un, quelqu'un a une question supplémentaire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Je crois que Maman Angela a quelques réflexions.
Oui, j'ai deux réflexions terminales, enfin, dernière réflexion à vous dire. Souvent, les jeunes sont impatients, j'ai trouvé. Mais enfin, mais je trouve que c'est quelque chose de bien. Les, les jeunes doivent continuer à se dire, mais et à demander pourquoi pas maintenant? Et donc ça, c'est très important. Et le coaching, je veux dire que le coaching qu'on fait, c'est pas vraiment pour supprimer et réduire cette impatience, mais plutôt pour vous coacher à la canaliser dans quelque chose de stratégique. Donc pour nous, c'est voilà, c'est très important que les jeunes ne se reposent pas simplement sur leur enthousiasme, mais aussi qu'ils aient les compétences, les capacités de créer des systèmes et de concevoir ces systèmes et qu'ils puissent être institutionnalisés. Donc continuons à aider les jeunes à construire des politiques et de vraiment s'assurer qu'ils les comprennent. Et puis enfin, et ça c'est un appel à l'action à nous tous et toutes, les jeunes se battent contre certaines politiques au Parlement, etc. Et ça, ces types de lois sont construites de manière qui sont très difficiles à comprendre pour tout le monde, à vrai dire, mais pour les jeunes aussi. Donc travaillons avec les jeunes pour déconstruire ce langage, pour que ça puisse avoir du sens et pour qu'ils puissent avoir les mêmes armes pour participer à ces discussions. Je vais bientôt je vou- clôturer cette réunion, mais je voudrais laisser la parole à peut-être d'autres personnes de plus. Oui, je voudrais simplement vous remercier pour cet espace et puis aussi toutes les connaissances qui ont été partagées. Je crois que c'était un très bon exemple de différentes perspectives, de différentes régions du monde, sur différents sujets. Mais merci aussi au Toolkit, aussi à PAI pour sa boîte à outils, parce que ça montre que le plaidoyer des jeunes, c'est quelque chose qui doit avoir lieu maintenant. C'est pas l'avenir, c'est quelque chose qui se passe déjà maintenant. Et chaque plaidoyer vraiment doit permettre de, de, de définir des programmes particuliers avec de manière intentionnelle. Faut changer la perspective, les attitudes, les façons de penser sur les jeunes et sur l'inclusion des jeunes, parce que souvent, c'est quelque chose qui est vu comme de symbolique, donc quelque chose qu'on check, une case qu'on coche, mais ça doit être aller beaucoup plus au-delà que ça. Donc, je suis très impressionnée et merci d'avoir organisé ce webinaire. Donc, je voudrais donner la parole à mon coach Juan Pablo, si tu veux bien partager quelques réflexions. Et après, j'aurai le mot de la fin.
Je voudrais juste, une idée m'est venue pendant la discussion sur le dialogue intergénérationnel. Donc, on a parlé de l'importance d'avoir un cadre ou un système qui soit intégré à toutes les organisations. Que ça soit vraiment l'implication, pas simplement la voix, mais le pouvoir vraiment, le pouvoir d'influence. Et donc, ces cadres vraiment servent au dialogue, mais ça m'a fait aussi penser à peut-être ce serait bien d'avoir une approche plus intégrale à cela. Je, je sais que nous, on travaille dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un jeune? Pas simplement du point de vue de la santé sexuelle et reproductive, mais comment euh, la pauvreté, par exemple. Comment est-ce qu'on vit dans la pauvreté et comment est-ce que les jeunes gèrent cette situation et quel est le lien avec entre ce thème et la santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'est l'idée qui m'est venue. L'important vraiment d'avoir une approche beaucoup plus holistique et puis voilà, de faire le lien avec d'autres thématiques. Donc, je voudrais simplement, je sais que c'est la fin du webinaire, je voudrais remercier à tous nos intervenants et merci d'avoir aussi parlé des difficultés, pas simplement des réussites. Merci à tous les participants euh, qui nous avaient rejoints, qui nous avaient écoutés, qui nous avaient partagé vos réactions. Et merci. euh, en ce qui concerne la suite, j'ai pas envie de promettre quoi que ce soit, mais voudrais vous annoncer une ou deux choses pour la suite. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer ces leçons du webinaire? D'abord, c'est quelque chose d'important et j'aimerais donner la parole à Amarachi Wakeli pour peut-être avoir le mot de la fin de ce webinaire. Merci, Nassim. Merci à tous et à toutes.